Ok, donc comme le dit Nathalie tout à l'heure, je vais je vais vous faire une présentation sur les Métis de l'Ouest canadien et le lien au territoire. Bon, c'est un travail que ça fait un certain nombre d'années que je me penche là-dessus et aussi en tant que directrice du centre de recherche sur les Métis, j'ai l'occasion de parler régulièrement aux Métis ici en Alberta et donc je suis dans un sens très bien positionnée pour discuter de ces choses-là, notamment avec les communautés. Alors, ma présentation, en fait, va se faire en 3 parties. Bon, après l'introduction, un rappel historique rapide. Vous en faites pas, je ne ferai pas un cours d'histoire, même si je suis historienne, j'ai un doctorat en histoire, mais je pense que c'est important de parler un peu de cette histoire des Métis hein, dans l'Ouest canadien, car je m'aperçois qu'elle est peu connue. Les gens pensent qu'ils la connaissent, mais en fait, elle est peu connue. Et en deuxième partie, je parlerai de cette idée de notre terre et notre vie, pour ensuite rentrer dans le détail pour discuter de cette idée des femmes comme gardiennes du territoire et des ressources. Alors, les Métis de l'Ouest canadien ont une histoire d'économie entrepreneuriale durable fondée sur des systèmes de savoir étroitement liés à leur territoire traditionnel. Cependant, si vous voulez, le savoir traditionnel des Métis demeure un domaine de recherche assez inexploré, en partie parce que les Métis ont été dépossédés de leurs terres. Il existe un écart encore plus grand et, en ce qui concerne les savoirs, les connaissances des femmes métisses, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources, les revendications territoriales et aussi les tribunaux, dans la mesure où la grande majorité de leurs activités liées au territoire sont invisibilisées. Et je dirais qu'on peut aller plus loin parce que même dans le domaine de la recherche, bien que, bon, il y a quand même un certain nombre de personnes qui se penchent sur la question, je dirais que c'est quelque chose qui est relativement récent. Et donc, en ce sens, il y a encore beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre le lien que les femmes ont au territoire. Leurs connaissances et leurs responsabilités traditionnelles ont souvent été négligées ou même totalement ignorées. Tout cela alors que les femmes métisses perçoivent leur relation à la terre et au territoire comme essentielle au bien-être de leur communauté. Et sous bien des aspects, je dirais que mes travaux essayent de démontrer que malgré la marginalisation politique, les femmes métisses ont maintenu une relation intime avec leur territoire traditionnel et aussi d'essayer de démontrer à quel point leurs activités ont joué un rôle central dans le maintien et la préservation d'une culture et d'un mode de vie métis. Alors, l'histoire des Métis, si vous voulez, on a mis beaucoup, enfin les historiens et d'autres chercheurs ont mis beaucoup l'emphase sur le déplacement et la marginalisation politique que les Métis vont vivre au cours du XIXe siècle. Mais selon moi, bon, il est évident qu'il y a eu cette marginalisation politique, je vais en reparler tout à l'heure, ainsi que ce déplacement, mais c'est un déplacement qui se fait dans un même territoire. Et donc les Métis ont maintenu un lien étroit avec le territoire et en général avec le Nord-Ouest. Donc ici vous avez une carte, cette carte est assez politisée, mais bon, je ne vais pas en parler là, parce que je n'ai pas le temps. Mais cependant, il est évident que les Métis perçoivent c'est un territoire qui est très large et c'est un territoire qui a permis justement comment dirais-je,
d'assurer un mode de vie particulier. Donc les métis persistent encore aujourd'hui à mettre de l'avant des systèmes de connaissances faisant partie intégrante de leur culture. Donc c'est cette appartenance ontologique au territoire du peuple métis qui est toujours présente dans le nord-ouest canadien. Et ce concept d'appartenance ontologique a été développé par Eileen Moreton Robinson, qui est une autochtone de l'Australie, et qui note que bien que les peuples autochtones aient été dépossédés de leurs terres pour laisser de la place aux nouveaux arrivants et déplacés par les pouvoirs coloniaux à travers des politiques d'assimilation, et dans le cas des Métis aussi des politiques de relocalisation, disons qu'ils n'ont pas pour autant perdu leur attachement à la terre ou au territoire. Bien qu'ils aient été, il n'y a personne qui remet ça en question, bien qu'ils aient été, si vous voulez, attaqués de tous bords par le colonialisme. Et selon Moreton Robinson, les ontologies autochtones n'ont pas été complètement détruites. Alors cette idée est reprise par Glenn Coulthard, Leanne Simpson, s'il y en a certains qui ont eu l'occasion de lire leurs livres, et Coulthard, Simpson, Moreton, Robinson insistent sur la nécessité de déconstruire l'hégémonie du discours non autochtone afin d'accentuer les façons autochtones d'être dans le monde et les moyens d'en comprendre sa complexité. Alors, ces façons d'être et de comprendre ne soulignent pas seulement l'attachement que les autochtones ont au territoire, mais soulignent également le cadre ontologique que la Terre occupe dans ses relations. Donc, il y a des normes, il y a des lois, il y a des systèmes de gouvernance qui guident ces relations au niveau de la famille, de la communauté, des interactions, je dirais, humaines avec les animaux, les plantes, mais aussi d'autres entités qui ne sont pas forcément vues. Et se développe, tout cela, ça se développe à travers le territoire et sont fondés sur des principes de partage, de respect, de réciprocité et d'obligation. Donc, par exemple, sur le territoire, il peut exister des repères particuliers, qui servent de marqueurs pour ne pas se perdre, pour repérer des sites de chasse ou de piégeage, pour se remémorer un moment précis ou pour accentuer l'existence de lieux cérémoniels aussi. Certains endroits sont plus propices au ramassage des plantes médicinales et au transfert des histoires et des savoirs. Comme tels, les autochtones partent du principe que cette connaissance est ontologique et épistémologique, car les expériences sont imbriquées dans un système. Le territoire est donc un lieu complexe de connaissances et d'expertise. Toutefois, les savoirs des femmes y sont souvent éclipsés. Et selon une auteure, Sami Rauna Kokanen, la justice genrée autochtone implique que les préoccupations, les intérêts et les activités des femmes sur le territoire soient inclus dans toute considération des droits et revendications autochtones sur les terres et ressources, au même titre que celles des hommes. Donc, Kokanen exprime, si vous voulez, l'importance de créer un espace pour les femmes, surtout lorsqu'on regarde, je sais pas, leurs activités, de mettre ça sur un pied d'égalité aux activités des hommes, mais aussi pour essayer de mieux comprendre le rôle qu'elles ont joué et qu'elles jouent encore. Je pense que, et vous allez voir dans ma présentation, je parle de l'histoire, mais je parle aussi de questions plus contemporaines, comme par exemple le fait d'être des cueilleurs de plantes médicinales, par exemple, ou d'avoir préservé certaines semences pour certaines activités agricoles, ou même en tant que simple
guérisseuses auprès de leur communauté. Donc, ce que vous allez voir, c'est que ce concept de lien au territoire est aussi lié de très près à la santé et au bien-être, je dirais, des communautés en général. Et ici, dans l'Ouest canadien, on parle d'un concept bien particulier qui s'appelle en cri Wokotowin. Et Wokotowin, en fait, c'est All My Relations en anglais, ou toutes mes relations. Et ça équivaut aux relations humaines, mais aussi les relations non humaines. Alors, il y a forcément dans l'histoire des Métis, il y a un certain nombre de dates très importantes, mais je ne veux pas, vous en faites pas, je ne veux pas vous faire un cours sur l'histoire des Métis, mais cependant, je dirais que ce que ces dates ont en commun, c'est justement la lutte des Métis pour justement garder ce lien au territoire et de préserver le territoire et aussi de lutter contre un empiètement, je dirais, depuis le 19e siècle, important sur leur propre territoire. Et je dirais que les événements qui ont eu lieu au Manitoba en 1869-1870, qui ont impliqué le chef métis Louis Riel, ont eu un impact énorme sur les communautés métisses. Et cet impact-là, bon, bien sûr, on le ressent beaucoup au Manitoba, mais va aller aussi beaucoup plus vers l'ouest, dans la mesure où il est évident que l'empiètement va se faire tout au long du 19e siècle et une partie du 20e siècle. Donc on sait que Louis Riel, à travers son gouvernement provisoire, a négocié avec le gouvernement le Dominion, et ce qui a engendré l'entrée du Manitoba, la province du Manitoba, dans la Confédération en 1870. Alors, les Métis voulaient avant tout sécuriser déjà les propriétés foncières qu'ils avaient. Donc, ça a été une des questions centrales, si vous voulez, de la résistance de 1869-70. Les Métis, à travers l'Ouest, avaient des lots riverains, perpendiculaires aux rivières. Et donc, lorsque le Dominion est arrivé, ils ont voulu transformer cette occupation du territoire, et les Métis se sont opposés à cela. Ils ont négocié notamment 1,4 million d'acres de terre à travers la loi du Manitoba en 1870. Et normalement, ces terres devaient être réparties entre les résidents métis. Mais cependant, les choses ne vont pas aller exactement comme on avait pensé qu'elles iraient, dans la mesure où le gouvernement va décider si vous voulez, de régler la question des terres métisses en leur donnant des certificats de terre, ou ce qu'on appelle en anglais scrip. Alors vous voyez sur la diapositive, vous avez notamment la photo d'un scrip. Et bon, le gouvernement a pris du temps, il y a eu beaucoup de retard pour essayer de régler la question des terres. Et il est évident que cette question-là, on va devoir aussi la régler plus à l'ouest du Manitoba. Et le gouvernement va mettre en place un certain nombre de commissions de certificats de terre qui ont pour but de recueillir de l'information auprès des demandeurs pour ensuite délivrer des certificats aux ayants droit. Alors, les commissions offrent, puis là c'est entre parenthèses bien sûr, aux Métis un certificat gouvernemental qui pouvait être échangé par une parcelle de terre sur des terres de la couronne, ou en argent pour acheter des terres à travers le système de homestead. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout du compte, les Métis vont se retrouver avec pratiquement rien, puisque ces certificats de terre, qui sont des certificats individuels, donc les droits collectifs des Métis ne seront jamais reconnus jusqu'à récemment par le gouvernement fédéral, fait en sorte qu'il y aura beaucoup de fraude
J'ai un de mes collègues d'ailleurs ici à l'Université de l'Alberta, monsieur Frank Tuff, qui travaille là-dessus, qui a passé toute sa carrière là-dessus et qui a démontré que, je dirais, plus de 90% des métis vont perdre leurs terres aux mains des spéculateurs fonciers qui vont racheter ces certificats de terre pour pas grand-chose. Et donc, en ce sens, les métis vont devenir très rapidement un peuple sans terre. Mais même si officiellement le gouvernement fédéral part du principe à partir du 19e siècle qu'il a réglé la question des terres avec les métis, ce qui est intéressant, c'est que les métis continuent à dire ben non, la terre, c'est notre vie et la terre est au centre de notre lutte, je dirais, politique. Et ça, depuis le 19e siècle. Alors, comme je l'ai dit auparavant, le territoire demeure au cœur des luttes politiques des métis. Et d'ailleurs, si on regarde certaines affaires judiciaires, surtout celles qui touchent aux droits de chasse, on parle beaucoup du lien au territoire. L'arrêt le plus connu de la Cour suprême, c'est celui de l'arrêt Parley de 2003. Mais il y a d'autres, je dirais, cas de cour où on, surtout au niveau de la province, qui touchent à ces questions-là aussi. Et donc, ce qui est intéressant, quand on lit les rapports qui ont été publiés à ce sujet-là, eh bien, les métis mettent beaucoup l'emphase sur ce lien au territoire. Et depuis 2017, eh bien, les métis, grâce à un autre arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Daniels de 2016, les métis, finalement, ont réussi à signer un accord cadre avec le gouvernement fédéral qui fait en sorte que le gouvernement reconnaît sa responsabilité fiduciaire envers les métis, qui est une première dans l'histoire du Canada, dans la mesure où jusqu'ici, le fédéral refusait de reconnaître ses responsabilités envers les métis. Alors ça veut dire qu'on est je dirais, c'est une période charnière pour les métis, et d'un point de vue politique, ça veut dire qu'on va avoir maintenant des négociations qui se font de nation à nation. Et donc, en ce sens, il est important de s'interroger sur la place des femmes métisses dans le processus de reconnaissance des droits, mais aussi des revendications territoriales, non seulement en tant que participantes. Il est évident que les femmes sont forcément impliquées dans la politique aujourd'hui, mais cependant, ce qui est intéressant, elles peuvent être impliquées d'un point de vue des organismes métis, mais cependant, on parle très peu de la reconnaissance de leurs droits au sein je dirais, de luttes beaucoup plus larges en ce qui a trait aux terres. Parce que les métis disent la prochaine grande bataille, ce sont les terres, parce qu'on a été dépossédés de nos terres. Les droits autochtones étant définis sur des preuves qui privilégient en général les activités masculines, que l'on parle d'histoire ou que l'on parle, que l'on discute d'activités plus contemporaines, de chasse, de pêche, de trappe, etc. Les activités dites secondaires comme la cueillette des petits fruits, et des plantes médicinales, moi c'est ce qui m'intéresse en particulier, qui pour la plupart du temps sont exercées par les femmes, restent à ce jour invisibles. Ou si elles sont connues, ces connaissances occupent rarement, comme je l'ai dit auparavant, le devant de la scène. Donc malgré cette éclipse, les femmes continuent de percevoir leur relation à la terre et au territoire comme essentielle au bien-être de leur communauté. Et aussi, il faut reconnaître d'un côté que les femmes les femmes métisses ont été négativement affectées par le colonialisme et le patriarcat,
elles ont également été en première ligne de l'action directe depuis qu'elles ont trouvé des moyens de résister et de s'adapter aux conditions changeantes. Donc, en ce sens, quand moi je travaille pour essayer de déterminer cette relation au territoire, j'essaie aussi de regarder la manière dont les femmes se sont adaptées aux conditions changeantes, aux conditions environnantes, politiques changeantes, qui ont fait qu'au fur et à mesure, pas juste politique, parce qu'il y a aussi des questions environnementales, qui fait en sorte que les femmes et le lien au territoire soit continu, mais continue de manière différente, et c'est d'essayer de comprendre cela sur la longue durée. Alors regardons un peu ce que cela donne. Alors les femmes partent du principe qu'elles sont les gardiennes du territoire et des ressources. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer cela? Bon, sous bien des aspects, les témoignages oraux ou écrits montrent, alors donc il y a un certain nombre de femmes, par exemple femmes métisses, qui ont laissé quelques témoignages écrits. La grande majorité des témoignages que nous avons aujourd'hui, je dirais des témoignages historiques, sont des témoignages oraux. Mais cependant, il y a aussi la possibilité de parler aux membres des communautés. Donc, ces témoignages montrent que les femmes métisses ont joué un rôle central dans le bien-être de leur communauté, mais aussi dans la vie des nouveaux arrivants. Donc, on sait par exemple que les femmes ont joué un rôle très important pour aider les nouveaux arrivants, surtout les femmes à accoucher par exemple, ou même elles soignaient, les femmes métisses soignaient des membres des communautés qui venaient d'arriver, que ces communautés soient ukrainiennes, allemandes, canadiennes, françaises ou autres. Donc en partageant leurs connaissances, elles continuent et elles insistent beaucoup là-dessus. Bon, c'est vrai, je dirais, dans les témoignages historiques, mais aussi encore aujourd'hui, les femmes insistent beaucoup sur le fait qu'elles continuent de vivre dans la mémoire de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Et les aînés, d'ailleurs, insistent sur le fait que cette connaissance appartient non seulement au passé, mais aussi au futur. Alors, la plupart des communautés avaient des matriarches qui faisaient entendre leur voix, surtout lorsqu'elles n'étaient pas très contentes. Elles n'avaient pas forcément d'influence politique officielle, mais elles étaient respectées pour leur âge, leur expérience et leur réputation. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre, il y a quelques historiens, au moins une historienne métisse qui s'appelle Brenda McDougall. Dans ses travaux, elle démontre justement en quoi les femmes étaient très centrales, si vous voulez, à la famille. Et vous voyez dans le diagramme qu'il y a sur la diapositive, eh bien, ici on a une brigade de chasse, les Ouellettes de l'Ouest canadien, et les femmes sont au centre de ces, grâce au mariage entre différentes familles, fait en sorte que les femmes vont être au centre de ces familles-là, et grâce à ces mariages, grâce aux relations que les femmes ont à travers différentes familles, eh bien, on peut établir une zone d'influence. Et dans certains cas, cette zone d'influence peut être très large au niveau du territoire. Donc, ça peut aller de Winnipeg en allant vers Edmonton et en s'en allant vers le Montana, grâce justement à ces relations de famille. Et on parle dans ce cas-ci en anglais de ce qu'on appelle kinscapes. Donc, elles ont trouvé différents moyens d'affirmer leurs influences économiques et politiques. Et souvent, les femmes vont profiter de certaines opportunités pour se faire entendre. Elles pouvaient refuser de travailler et elles s'exprimaient aussi lors d'événements importants, comme par exemple à Batoche en 1885. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'aimerais passer un petit peu plus de temps sur le reste.
Mais je dis qu'il faut aller un petit peu au-delà de cela, si on veut vraiment au-delà. Bon, c'est sûr que les liens, le kinscape dont j'ai parlé plus tôt est très important, mais aussi d'essayer de comprendre, de se concentrer sur certaines activités, certaines expertises développées par les femmes pour trouver des moyens de mieux cerner le lien complexe qu'elles avaient et qu'elles ont encore avec le territoire. Donc, ça permet de révéler un certain nombre de choses, notamment autour des coutumes juridiques traditionnelles, mais aussi des relations, et ça je le répète, hein, je l'ai dit auparavant, mais je le répète encore, des relations avec les autres êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes, etc. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont justement les connaissances autour les connaissances médicinales. Alors, les femmes ont soigné et conseillé hein, les membres de leur famille, mais aussi, je dirais, d'un point de vue beaucoup plus large, les communautés. Elles étaient en relation très étroite avec la communauté. Et ces connaissances, les connaissances médicinales, reposent sur la capacité, et d'ailleurs ces connaissances, je vais juste ouvrir une parenthèse, elles viennent de leurs ancêtres, donc que ces ancêtres soient des Premières Nations ou qu'elles soient métisses, donc il y a une transmission du savoir qui va se faire sur la longue durée. Mais donc ces connaissances reposent sur la capacité d'identifier et de classer correctement les plantes, les rhizomes, les racines, etc. Et en général, lorsqu'on regarde de plus près comment ces connaissances sont transmises, eh bien, elles se font de mère en fille, de grand-mère à petite-fille, de tante à nièce, où elles provenaient d'une aînée qui était respectée de la communauté. Alors dans ce cas-ci, si par exemple l'aîné, dans sa famille, il n'y avait personne qui était tourné vers ce genre de choses, eh bien à ce moment-là, l'aîné choisissait quelqu'un dans la communauté qui avait le pouvoir hein, on déterminait qui avait le pouvoir justement de comprendre les plantes et de pouvoir parler aux plantes. Donc c'est avec les connaissances venaient des responsabilités et aussi des obligations. Hein. Donc les obligations et les responsabilités, bon déjà de bien connaître comment faire les différentes recettes, hein, préparer les différentes recettes pour soigner les gens. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas empoisonner les gens de la communauté. Mais il y a aussi d'autres types de responsabilités, d'autres types d'obligations qui peuvent être économiques, juridiques, sociales, culturelles et bien sûr spirituelles. Donc l'apprentissage des plantes et leurs propriétés médicinales signifiait qu'il fallait connaître le territoire. Donc ça veut dire que les femmes avaient une connaissance approfondie du territoire, parce qu'il fallait pouvoir déterminer où les plantes poussent et dépendamment du lieu déterminé, si elles pouvaient être ramassées ou pas. Donc si les plantes poussaient proche d'eau, je dirais, saumâtre et bon, à ce moment-là, on ne ramassait pas la plante. Mais si on trouvait les plantes près d'une eau courante, une eau vive, ben là, à ce moment-là, on pouvait ramasser la plante. Et aussi, on déterminait à quel moment de la journée on pouvait ramasser les plantes ou à quel moment de l'année. Donc, ça veut dire que au bout du compte, il y a, si vous voulez, une connaissance approfondie des ressources locales, mais aussi de la gestion des ressources. Parce qu'il est évident qu'il faut forcément faire attention, hein, prendre soin de ces plantes-là. Il faut adapter, hein, on s'adapte aux plantes et
Ça veut dire que parfois on ne peut pas ramasser les plantes parce qu'il n'y en a pas assez dans un certain endroit, donc on est obligé d'aller ailleurs et de trouver, parfois les plantes disparaissent pour différentes raisons, donc il faut trouver à ce moment-là des sources alternatives. Et ça se fait de différentes manières. Dans certains cas, ça peut se faire par la prière. Dans d'autres cas, eh bien, on va continuer la recherche, on va continuer l'expérimentation, peut-être avec un autre type de plante. Ça veut dire que cette façon de faire ou ces savoirs sont toujours en cours de révision et de modification. Et il est évident que les femmes aussi, on s'aperçoit que celles qui ont ces connaissances vont aussi partager le savoir avec les autres expertes. Et donc, de cette manière-là, elles peuvent s'entraider. Et je trouve que le commentaire de l'aînée métisse Rose Richardson, dans un sens, illustre bien tout cela. Donc, je vais le lire. Some plants were so sensitive that they would become transparent. They would hide from certain people or they would simply relocate if they were not respected. 1/10 of the medicinal plants in each area could be picked to make sure that there was always plants left to propagate. Plants were not picked during the flowering season unless the whole plant was used for medicine. It is believed that for every illness, there is a plant or analogy within your own environment. Les plantes, les racines, les rhizomes, les fleurs étaient si essentielles à la vie, à la survie des individus et des communautés que les femmes les cousent sur les gants, les vestes, etc. Alors, les métisses sont reconnus pour avoir développé un style distinct de motifs floraux qui deviendra la norme à travers le Nord-Ouest tout au long du XIXe siècle. Et d'ailleurs, ce style va être, le style que vous voyez là sur la diapositive, va être très prisé par les voyageurs et les aventuriers. Et ce qui est intéressant, c'est que les Premières Nations de l'Ouest canadien vont appeler les métisses le peuple de broderie de perles à motifs floraux, en raison du style de perles qu'elles ont développé. Et ce style distingue les métisses des autres groupes autochtones et permet de mettre l'accent sur leur identité et sur leur nationalisme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on regarde de plus près cet art, qui est extraordinaire, elle cousait, en fait, on s'aperçoit qu'elle cousait le territoire sur les vêtements qu'elle produisait pour leur famille et pour le monde extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que le perlage et la médecine traditionnelle étaient souvent inséparables. Donc, les femmes transféraient les pouvoirs de guérison des plantes qu'elles utilisaient dans leurs recettes médicinales sur les habits qu'elles confectionnaient pour la famille et pour l'extérieur aussi. Et d'ailleurs, il serait intéressant d'analyser de plus près les plantes et les racines, les rhizomes que les femmes reproduisent sur les vêtements afin de mieux cerner leur connaissance des plantes médicinales et nutritives et de comprendre les variations régionales. Donc, par exemple, on sait qu'il y avait une différence de style entre le style de broderie perlée, si vous voulez, du Manitoba et d'Edmonton, par exemple, de Winnipeg et d'Edmonton. À Edmonton, il semblerait que le style était beaucoup plus flamboyant. Donc, on retrouve ça d'ailleurs dans les sources historiques. Dans ses travaux, Sherry Farrell-Russett note que les métis ont non seulement joué un rôle économique très important en vendant le fruit de leur travail à des étrangers de passage, qui permettait souvent aux familles de survivre, mais elles ont aussi, à leur manière, assuré la diffusion
de l'expression d'une identité, d'un territoire, d'une fierté et d'un nationalisme unique au Canada. Et avec le temps, ce qui est intéressant, c'est que surtout à la fin du 19e et je dirais au cours du 20e siècle, surtout lorsque on voit une plus grande marginalisation des métis, il y a pas mal de racisme aussi envers les métis, eh bien, avec le temps, cet art signale un refus d'abandonner leurs racines et puis aussi un refus de laisser aller ce concept qu'ils ont du territoire, mais aussi un refus de s'assimiler à la société dominante. Donc le perlage est à la fois une expression de l'identité métisse et un acte de résistance politique. Et aussi, de par cet art, les femmes assumaient le rôle de courtier culturel, comme elles l'avaient fait auparavant au plus fort de la traite des fourrures. Peut-être pour la petite histoire, ici, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse, c'est que quand on regarde, j'ai une de mes collègues qui est archéologue et qui justement a fait des fouilles sur certains sites d'hivernants métis. Alors les hivernants, c'était des gens qui chassaient le bison et qui se retrouvaient souvent à certains endroits, à certains sites. Ils bâtissaient des maisons, etc. et restaient là tout l'hiver. Et les fouilles ont révélé que sur ces chantiers de fouilles, en fait, il y a des milliers et des milliers de perles. Elle a retrouvé des milliers et des milliers de perles. Donc, on s'aperçoit que le perlage est vraiment au centre de la vie des métis. Et quand on regarde de plus près, si vous voulez, les lois coutumières de chasse des métis, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que lorsque quelqu'un enfreignait le règlement autour de la chasse, si par exemple la personne allait chasser seule ou mettait le groupe en danger, eh bien, au début, on lui coupait la bride de la selle de son cheval, mais si la personne, l'homme en général, avait fait une faute encore plus grave autour de la chasse au bison, eh bien, la veste brodée et perlée du coupable était lacérée au couteau, détruisant ainsi d'un coup de lame des centaines d'heures consacrées à la création des broderies de perles. Donc ainsi, la famille entière était touchée par cette punition. J'aurais pas vraiment aimé être l'homme qui... parce que rentrer à la maison ce soir-là, là, ça devait pas être très agréable. Surtout que les femmes, ce sont les femmes qui faisaient ces broderies, donc en ce sens, ouais. Aussi, ici, vous avez notamment une artiste qui s'appelle Lisa Shepherd qui fait du perlage et qui c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et donc, ce style continue est perpétué et il y a un certain nombre d'artistes qui sont reconnus dans cet art-ci. Dans le nord-ouest de la Saskatchewan, bon, j'ai eu l'occasion de travailler un peu dans cette région-là. On s'aperçoit que les connaissances, le droit coutumier des métis est régi par le partage et l'accès à une grande partie des connaissances. Et lorsqu'on parle aux femmes, elles vont souvent exprimer plusieurs types de connaissances. Bon, il y a les connaissances qu'on peut partager avec tout le monde, mais il y a aussi certaines connaissances qui sont protégées. Et souvent, ces connaissances-là, elles vont être exprimées soit en Michif, la langue des métis, ou en cri ou en déné. Donc, de cette manière-là, on restreint l'accès aux connaissances. Il y a aussi d'autres connaissances qui vont être démontrées in situ. Donc, on va aller sur le territoire, on va le montrer aux plus jeunes, souvent, et ces connaissances-là sont détenues par des familles particulières en relation avec une étendue de terre ou un écosystème spécifique. Et vous avez aussi certaines connaissances qui vont être partagées
lors de cérémonies. Donc, notamment, on va partager certaines histoires, des histoires qui, bien sûr, qui permet d'apprendre des valeurs, mais aussi d'enseigner la culture. Et Maria Campbell, qui est une écrivaine très connue, métisse, dit qu'en fait, ça permet d'apprendre aux jeunes une bonne vie et de perpétuer donc toutes ces connaissances-là, parce que forcément, les gens veulent perpétuer les connaissances. Et de cette manière-là, garantir. Donc, on fait en sorte, si vous voulez, soit on garantit, on met une certaine barrière culturelle, on va partager avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Et dans d'autres cas, on va on va s'ouvrir sur le monde. Mais il reste qu'il y a certaines de ces connaissances-là qui restent simplement, qui sont perpétuées simplement au sein de la communauté. En tant que gardiennes du territoire ou de la terre, les femmes participent aux discussions au sein des communautés sur la conservation et la protection des populations vulnérables, l'abattage des prédateurs, mais aussi l'enseignement des traditions spirituelles liées au territoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui a trait aux plantes, ces connaissances-là sont toujours en révision, en modification. Et on sait aussi que les femmes rapportent, lors des conventions annuelles de trappeurs et de pêcheurs, leurs observations sur le succès ou l'échec de certaines initiatives. On sait par exemple, pour certaines initiatives de reboisement dans certaines régions, elles vont parler, elles vont exprimer ou expliquer comment l'impact sur les animaux et les ressources végétales. Donc ici, bon, j'ai quelques photos. Alors, en conclusion. Alors, dans l'ensemble, la connaissance du territoire par les femmes métisses est multidimensionnelle. Et comme je l'ai dit auparavant, le territoire est même cousu sur les vêtements qu'elles fabriquent pour leur famille et pour le monde extérieur. Les aînés et les détentrices de connaissances, bien sûr, s'inquiètent beaucoup pour l'avenir en raison de la fragmentation continue des territoires et aussi à cause de l'urbanisation. Il faut comprendre que autour de 70% de la population des métisses vit en ville, donc dans un contexte urbain. Donc le lien au territoire peut être transformé à ce niveau-là, mais on peut peut-être revenir là-dessus dans la période de questions. Avec le temps, ce qu'il faut voir, c'est que l'avancée sur les terres va en s'accélérant. Donc, du fait de développement, de projets de développement, notamment pétroliers, gaziers et miniers, surtout en Alberta. Et donc, ces développements apportent avec eux leur lot de problèmes. J'ai eu l'occasion de participer à un forum sur la santé à Edmonton en 2019 qui avait été organisé par la Nation métisse de l'Alberta. Il y avait à peu près 160 participants des différentes régions de toute l'Alberta. Et les gens ont très clairement exprimé lors de ce forum sur la santé qu'un accès facile à la nature et une connexion à la terre par l'entremise d'activités traditionnelles comme la cueillette des baies, des plantes et la chasse étaient essentiels au bien-être et à leur santé. Et dans le même souffle, ils disent être préoccupés par les effets néfastes de l'industrie sur l'environnement, c'est-à-dire la pollution des raffineries, les déversements d'hydrocarbures, les niveaux élevés de radon, la variation des niveaux d'eau dans les aquifères. Ils sont soucieux de l'avenir car leur mode de vie traditionnel est perturbé par des zones de développement toujours plus importantes qui engendrent souvent une perte de connaissances liée au territoire et un fossé intergénérationnel
entre aînés et jeunes qui continuent à se creuser. Donc, ce qui nous fait dire que bien que les femmes soient sous-représentées au sein des conseils de gestion de terre, dans les études sur l'utilisation du territoire et dans les études juridiques réalisées dans le cadre d'une reconnaissance des droits autochtones ou des droits métis dans ce cas-ci, que leurs connaissances soient sous-évaluées et sous-utilisées, le rôle qu'elles jouent dans l'intendance du territoire demeure une source importante, je dirais, de fierté sur un plan personnel, à une époque où les territoires métis traditionnels sont convoités par des projets de développement à grande échelle. Et ce leadership doit être compris dans le contexte de la mobilité pour accéder aux ressources, à la famille élargie, à la communauté dans laquelle elles vivent, au partage, à l'édification de la nation et à la gouvernance du territoire. Donc c'est pour ça, moi je dis qu'il faut continuer les recherches dans ce sens-là. Il faut des recherches plus approfondies pour mieux comprendre l'ampleur des modalités des savoirs écologiques des Métis et leur adaptation dans le contexte colonial canadien sur la longue durée afin de rendre compte des ruptures et des continuités. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.